L'ego, concrètement, qu'est-ce que c'est? En une phrase, ton ego, c'est ton énergie dans une forme, disons, comprimée, une forme massive. Tu es énergie. Ton corps est constitué d'organes qui eux-mêmes sont constitués de cellules, qui elles-mêmes sont constituées de molécules, qui elles-mêmes sont constituées d'atomes. Un atome porte des charges électriques. Tu es énergie. Et c'est, semble-t-il, scientifiquement prouvé. Souvent, l'ego renvoie à l'orgueil, au narcissisme, au moi-je. Mais l'ego est bien plus que cela. Ton ego est un état de ton énergie, et donc ton ego est le reflet de ta manière d'être. Si ta manière d'être ne te convient pas, il est suicidaire de faire la peau à l'ego, puisque faire la peau à l'ego, c'est se faire la peau. Donc si ta manière d'être te fait souffrir ou ne te convient plus, il faut alors changer, oser te transformer. Tu dois comprendre que ton énergie reste ton énergie. Mais ton énergie peut prendre des formes différentes. Pour comprendre ce qu'est ton ego, tu dois comprendre ton fonctionnement et avoir conscience de qui tu es. Au-delà de toutes tes particularités, de ton unicité, tu as, comme les autres êtres humains, un esprit et un corps liés par une énergie. Et les trois ne font qu'un, car les trois sont de l'énergie sous des formes différentes. Pour t'expliquer ce qu'est l'ego, je vais aborder la question sous différents angles. Ainsi, tu pourras peut-être trouver un angle d'explication qui te semble clair. Tu trouveras dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'en visuel immédiat, le chrono des moments clés de cette vidéo. Je vais aborder le sujet via une approche atomique, une approche corporelle, une approche en lien avec la météo intérieure, une approche émotionnelle, une approche en lien avec les polarités et une approche christique. Tout est énergie, et tout fonctionne avec la même logique. D'ailleurs, Einstein a dit « Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Sur Terre, au cœur de toute matière, il y a une multitude d'atomes, de ions, de molécules. Matière et énergie sont équivalentes. Ce qui les différencie et les rendent de manière illusoire séparables, ce sont leurs états. La matière est énergie. Schématisons simplement. La matière est une forme d'énergie compressée qui prend une forme différente selon la charge électrique, la masse ou encore la quantité de particules. Plus l'énergie est, disons, compressée, et plus elle devient dense et dispose d'une masse, d'un poids. Tout est lié. L'énergie se transforme selon son environnement, mais aussi selon la luminosité et les informations disponibles. Entrons un peu plus dans les détails. L'énergie peut être neutre, positive ou négative. Lorsqu'elle est neutre, il est dit qu'elle a une charge nulle, c'est-à-dire qu'elle est ni positive ni négative. Dans cet état, elle représente un neutron, et donc une particule subatomique du noyau d'un atome. On pourrait voir dans cette énergie neutre une énergie équilibrée, car, à valeur égale, les charges positives et négatives s'annulent. L'union des deux charges crée donc une neutralité, une égalité entre deux principes. Au niveau d'un atome, les protons et les neutrons sont étroitement associés et se trouvent sur le noyau. Seuls les électrons, et donc les charges négatives, qui gravitent comme des nuages autour du noyau, peuvent briser la neutralité en se perdant ou en se multipliant.
Quand les électrons diminuent, la charge passe de neutre à positive. Quand les électrons augmentent, la charge électrique passe de neutre à négative. Les atomes qui perdent leur neutralité se transforment en ions. Les ions peuvent avoir deux sortes de comportements. Ils peuvent s'attirer quand l'un est négatif et l'autre positif, ou se repousser lorsqu'ils disposent de la même charge. Il se peut que des ions attirent certaines particules neutres par phénomène d'induction. Cela signifie qu'une charge neutre peut se réorganiser en étant à proximité d'une charge négative ou positive. Et donc, qu'un atome peut se transformer par effet de magnétisme en ion, tout comme à l'inverse, un ion peut à nouveau se transformer en atome. Parlons aussi rapidement du photon. Un photon est une particule de charge électrique neutre, tel un atome, mais à la différence de l'atome, le photon a une masse nulle et se déplace à la vitesse de la lumière. Un photon est autrement dit un quantum d'énergie lumineuse, c'est une particule médiatrice de l'interaction électromagnétique. Les ondes électromagnétiques peuvent passer par les ondes radio jusqu'aux rayons gamma en passant par la lumière visible. Les ondes radio oscillent sur des fréquences basses. Les rayons gamma sont des rayonnements électromagnétiques à très haute fréquence. Le flux d'un photon peut modifier la vitesse d'un élément matériel et accélérer le mouvement de particules, d'atomes, de molécules, etc. Un photon peut être comme absorbé par un atome et il peut influencer la vibration d'un électron, voire même provoquer la transformation d'un électron en lui permettant d'augmenter son énergie. Bref, photons, cellules, molécules, atomes, ions, protons, neutrons, électrons et j'en passe, sont finalement des aspects différents de l'énergie. À cette liste, on peut aussi ajouter les quarks et les gluons, des particules encore plus petites. Les protons sont un assemblage de 3 quarks. Les gluons sont responsables de l'interaction forte, ils confinent les quarks ensemble. Bref, tout ça pour dire que tout est énergie, que toute matière, tout corps est donc énergie et que tout fonctionne avec la même logique. Revenons au sujet initial. Pour comprendre ce qu'est ton ego, il faut que tu aies conscience que tu es énergie. En tant qu'être humain, tu as un ego. Ton corps, par sa masse, son poids, révèle une compression, un assemblage de ton énergie. Il faut avoir conscience que l'énergie est indestructible. L'énergie ne fait que se transformer, passant d'un état à un autre. Sur Terre, il y a des atomes légers, tels que l'hydrogène, l'hélium, le lithium. Il y a aussi des atomes lourds, comme l'uranium. L'hydrogène et l'uranium sont des aspects différents de l'énergie. Eh bien, imagine qu'à l'image de l'hydrogène et de l'uranium, ton ego puisse être léger ou très lourd. Tu as une identité humaine, tu es humain, tu as un corps, tu as donc un ego, et donc une forme d'énergie impactée. Néanmoins, ton ego, ton énergie peut osciller à différentes fréquences. Ton ego peut être léger, modéré, lourd. Il est impermanent, il change. Il peut passer d'un état à un autre sans que tu en aies forcément conscience. Il peut être influencé et changer d'état en fonction de l'environnement et des interactions avec les autres. De charge neutre, tu peux devenir négatif ou positif en fonction des charges électriques des autres personnes. Mais est-ce grâce ou à cause des autres si ton énergie change ? C'est là que vient l'importance de se connaître, de connaître son fonctionnement. Car dans l'ignorance de qui tu es, tu te laisses inconsciemment influencer par les autres. La physique quantique a mis l'accent sur le fait que l'observateur jouait un rôle dans les résultats, ce qui signifie qu'il peut influencer les résultats par sa simple présence, par sa pensée. Est-ce vraiment étonnant ? Par une pensée, tu peux changer l'état de l'énergie. Ta pensée est en soi une énergie. Donc par tes pensées, par ta manière de raisonner, par ton état d'esprit, tu peux transformer ton ego et ainsi passer d'un ego pesant à un ego léger. C'est comme une cellule cancérigène qui redevient une cellule dite normale.
On pourrait comparer la pensée, la conscience, l'esprit à un électron, et donc à une particule de charge négative. Ici, le mot négatif n'a rien de négatif. Disons que c'est un terme pour exprimer un fonctionnement opposé à celui d'un proton qui dispose d'une charge positive. D'ailleurs, l'expression électron libre semble révéler qu'il n'y a pas de notion d'enfermement, d'emprisonnement. L'électron est en mouvement, il gravite autour du noyau sans s'y coller. Si on observe le noyau d'un atome sans regarder autour, alors on ne peut pas observer l'électron. Quand tu regardes ton corps, ton noyau en quelque sorte, vois-tu graviter autour de toi ta conscience? Où est-ce que tu situes tes pensées, ta conscience, tes informations? Dans ton cerveau? Dans ton cœur? Dans ton estomac? La conscience est comme l'énergie de charge négative, comme l'énergie noire, l'antimatière, l'antigravité. Cela existe, mais nous ne la voyons pas de nos yeux. Nous ne la voyons pas, mais nous pouvons en faire l'expérience. Tout a son contraire. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout fonctionne avec la même logique. Les électrons peuvent être le reflet des pensées, et tout naît d'une pensée, d'une information. Pour que la pensée se matérialise, il faut un passage à l'action. Il faut donc sortir d'un état de pensée, de l'antimatière, pour se mettre en route dans la matière. Cela passe par un point d'équilibre entre deux forces, entre les charges négatives et positives, que l'on pourrait comparer aux énergies féminines et masculines. L'union des deux charges crée une neutralité qui permet la formation d'un atome. Autrement dit, l'union d'une pensée avec une action induit une création, ce qui est loin d'être nul au final. Si tu penses à une peinture, la peinture existe dans ta conscience, dans l'antimatière, mais personne ne peut l'observer. Si tu mets ton énergie en action, que tu prends un pinceau et que tu te mets à peindre, alors ta pensée de départ se matérialise et devient observable pour les autres êtres humains. Pour arriver à ce résultat, c'est qu'à l'image de l'atome, tu as uni deux de tes forces, à savoir une charge positive et négative pour créer un point d'équilibre, de neutralité et donc de création. Le point d'équilibre est représenté par le neutron. La pensée qui gravite autour est symbolisée par un électron. Et l'action est représentée par le proton qui est collé à la particule neutre. Dans l'équilibre, tes pensées et tes actions sont alignées, et le bien-être peut alors se ressentir. C'est la perte d'équilibre qui crée des expériences plus ou moins lourdes à vivre. Quand il y a un très fort ego, c'est que les charges positives sont très nombreuses. Quand un atome perd l'équilibre de ses charges, il se transforme en ions. Les ions positifs sont nocifs pour l'organisme, contrairement aux ions négatifs qui renforcent les défenses pour lutter contre le stress et qui améliorent l'humeur, le tonus, la qualité du sommeil. Un ego qui ne fait pas souffrir est comme un atome dont les forces sont équilibrées. Mais au-delà de l'équilibre, il y a des notions de masse, de temps, d'espace à prendre également en considération. Car pensée et action peuvent être équilibrées sans que la légèreté soit ressentie. Il semble y avoir des possibilités infinies d'expérimenter son énergie. Un ego très léger est comme un système nerveux parasympathique, qui permet la relaxation, la réponse immunitaire, la croissance, la sérénité. Tandis qu'un ego très lourd est comme un système nerveux sympathique qui, en déséquilibre, peut augmenter de manière insupportable la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Un équilibre entre les deux systèmes nerveux permet de ne pas être en hypoactivité ou encore en hyperactivité. En dehors de l'équilibre, il y a une multitude de variations. Eh bien, c'est pareil pour l'ego. Trouver son équilibre permet de vivre son unicité, sans se perdre dans ses pensées ou dans des actions qui semblent ne pas avoir de sens. Avoir un ego léger permet de ne pas s'enfermer dans des émotions douloureuses, dans des conditionnements, et ainsi de ne pas emprisonner son esprit dans des vérités seulement observables à l'œil nu. Avoir un ego léger,
c'est se permettre de ressentir les énergies subtiles, invisibles. Ton ego est ton énergie dans le monde terrestre, dans le monde de la matière. Ton corps ne serait pas ce qu'il est sans ses systèmes nerveux, ses molécules, ses cellules, ses ions, ses atomes et j'en passe. Eh bien, à l'image de ton corps, qui est une part de toi, tel le noyau d'un atome, tu ne serais pas ce que tu es en tant qu'être humain sans ton ego. Tout comme il convient de prendre soin de ton corps, il convient de prendre soin de ton ego, et donc de ton énergie. Mais tout dépend aussi de ce que tu veux expérimenter. Si tu pilotes ton énergie, tu pilotes ta vie. Si tu veux expérimenter les peurs, alors tu peux choisir de regarder des films d'horreur. Si tu veux expérimenter l'entraide, tu peux par exemple choisir de devenir bénévole dans une association humaniste. Parfois, tu ne veux pas expérimenter les peurs, mais à force d'avoir peur de choses et d'autres, inconsciemment tu attires à toi l'expérience de ces peurs. Comprends-tu ? Tu n'as aucun ennemi. Tu attires à toi les charges électriques qui correspondent à tes propres charges. Autrement dit, si tu veux voir ton environnement changer, tu dois tout simplement changer. Ton défi serait dans ce cas de passer de l'inconscience à la conscience. En conscience, tu peux apprendre à maîtriser tes énergies et à choisir tes influences. Si tu crois que tu ne peux pas changer l'état de ton énergie, de tes peurs, de tes émotions, c'est que ton ego est plutôt lourd. Plus tu allèges le poids de tes pensées limitantes, c'est-à-dire les pensées teintées d'énergie très comprimée, plus tu permets à ton énergie d'augmenter ses fréquences et de capter plus de lumière, et donc d'informations, de connaissances. Ton énergie bouge continuellement. Si tu la bloques et que tu persistes à la bloquer, notamment par tes pensées, l'énergie cherchera toujours un moyen de se libérer pour retrouver du mouvement. L'énergie circule, c'est sa nature. C'est ainsi que par son propre ego, par ses blocages, ses compressions, par sa propre énergie, par ses pensées et donc son état d'esprit, on peut se détruire et influencer les personnes inconscientes à reproduire un schéma de destruction. L'ego, quand il est très lourd, il est à l'image de l'uranium. Sais-tu ce qui peut se produire quand un neutron, une particule de charge neutre, vient frapper l'élément chimique uranium ? Le choc divise l'élément en deux et génère un dégagement d'énergie très important. C'est ce que l'on appelle la fission nucléaire. C'est le procédé de la bombe atomique. Dans la fission nucléaire, il y a l'idée de générer de l'énergie par la destruction. Une personne à l'ego très lourd peut révéler une grande force, une grande énergie pour la destruction, l'autodestruction et la division. Elle est souvent séparée de sa conscience et des autres. Ces personnes, séparées en elles-mêmes, divisent, génèrent des conflits, des guerres. Il existe un autre procédé capable de générer la libération d'une très grande quantité d'énergie. Il s'agit de la fusion nucléaire. Ce procédé consiste à assembler deux atomes très légers. Ici, il y a une notion de fusion, de groupement pour créer un troisième atome. De deux éléments naît un troisième élément. Mais surtout, du point de vue environnemental, cette fusion permet la production d'une énergie illimitée, propre, sûre. La fission, l'ego très lourd, mène à la souffrance par le principe de division, de séparation. La fusion, l'ego léger, mène au bien-être, à la complétude, par le principe créateur. Autrement dit, à ton échelle. Tu peux choisir de comprimer davantage ton énergie et de créer le chaos en toi et autour de toi. Ou bien tu peux choisir de donner du mouvement à ton énergie pour créer du bien-être seul avant tout, puis avec les autres. Avant de changer le monde, il faut changer soi-même. Tout simplement parce que pour changer les énergies de notre monde, il faut changer nos propres énergies. Il ne faut pas chercher à les détruire, mais à les transformer. Là est la clé pour devenir plus conscient, plus heureux seul et avec les autres. Si tu veux donc transformer ton ego, tu dois retenir que ton ego est ton énergie.
Imagine que depuis ta tendre enfance, à chaque fois que tu as ressenti une douleur émotionnelle, une plaie est apparue sur ton corps. Imagine que tu as refusé, consciemment ou inconsciemment, de voir l'existence de ces plaies, et que pour éviter de les voir, tu as superposé des couches de vêtements sur ton corps. Tu as ainsi aussi cherché à te protéger du regard des autres et de leur jugement. À quoi ressemblerait ton corps aujourd'hui? Imagine qu'à chaque fois qu'une personne touchait sans le vouloir une de tes plaies, tu voyais cette personne comme étant méchante. En continuant d'ignorer tes plaies, tu pensais que cette personne était la cause de ta souffrance. Imagine que tu es ensuite arrivé à un stade où les plaies sont devenues si douloureuses qu'il t'est devenu impossible de les ignorer. Tu t'es alors éloigné de chaque personne qui mettait un doigt sur l'une de tes blessures pour tenter de t'aider à les soigner. Mais ne voulant pas dévoiler tes blessures, tu as alors placé sur ton corps une armure. Une armure qui maintenait ton corps et qui laissait croire aux autres que tu étais une personne forte. Cette armure étouffait ton cœur. Et les seuls moments où tu te mettais à nu étaient les moments où tu étais seul. Imagine qu'à chaque fois que tu souffrais, tu déchargeais ta souffrance sur les autres, par des comportements teintés de rejet, de jugement, de colère, de sentiments d'injustice, d'orgueil, de jalousie ou encore de possessivité. Imagine que tu as préféré entretenir des liens avec des personnes elles-mêmes habillées d'armure afin de te rassurer sur ton mode de fonctionnement. Imagine où cela a pu te mener. Les blessures non acceptées, non soignées, finissent par s'infecter. Plus elles sont présentes sur le corps, plus elles se généralisent et c'est tout le corps qui devient malade. Les blessures, les maladies, finissent par impacter le moral, les pensées. Tout étant lié, l'armure ne protège pas du mal-être qui se généralise. Ton corps, quand il n'a pas de blessure, est ton ego quand il est sain, léger. En revanche, quand ton corps comporte des blessures, il devient ton ego souffrant. À l'image de l'armure que tu portes pour cacher tes blessures, ton ego devient lourd. La force de caractère, la force de l'ego est quelquefois mise en avant, comme si il s'agissait d'une force nécessaire pour réussir sa vie sans se laisser marcher sur les pieds. Reste encore à définir ce qu'on entend par réussir sa vie. Or, il existe une force bien plus élevée, une force qui permet d'avancer sans armure. C'est l'amour. L'amour de soi, c'est accepter sa vulnérabilité. C'est accepter les plaies sur son corps, les regarder et les transformer, sans avoir peur du regard des autres. C'est oser apprendre de l'expérience qui a fait naître cette plaie. C'est trouver le moyen de guérir. C'est avoir le courage de verser de l'or sur ses cicatrices. L'amour, c'est le respect que l'on se donne à soi-même et aux autres. En prenant soin de ton corps, en écoutant ce qu'il a à te dire avec bienveillance, tu peux apaiser ton ego, soigner tes blessures et retrouver la sensation de bien-être associée à un corps en bonne santé. En transformant ton ego, en soignant tes blessures, tu peux retrouver de la légèreté dans ta vie, puisque tu peux de nouveau avancer avec un corps sans armure. Tu pourras comprendre par la suite que tu n'as pas besoin d'armure. As-tu conscience que tu disposes d'une météo intérieure? Visualise-toi comme étant un grand soleil. Tu es lumineux et puissant. Une puissance qui prend source dans une multitude de qualités, de sagesse, de rayonnement, de haute énergie, d'éléments, d'informations. Dans les hauteurs, tu perçois l'immensité du monde.
Tu brilles et tu fais briller tout ce qui se trouve autour de toi. Tu es libre. Tu vibres l'amour, le bonheur, et grâce à ta lumière, tu vois. Tu as conscience de qui tu es. Tu as conscience du soleil que tu es. Et tu n'as pas peur des autres soleils, des planètes, des étoiles, des orages, des nuages, des tempêtes, car tu sais quelle est ta force. Vient un moment où le grand soleil que tu es souhaite faire l'expérience humaine. Vu d'en haut, tu te demandes quel est le goût des fraises, quelle est l'odeur des roses, qu'est-ce que la sensation d'avoir peur, de se sentir petit. Mais tu as conscience que si de tout ton soleil, tu viens toucher la terre, tu vas créer un choc qui pourrait détruire la terre et toutes les vies qu'elle représente. La lune, qui souhaite aussi faire l'expérience humaine, mais qui a conscience qu'elle pourrait disparaître au contact de la terre, te propose de t'allier à elle. Ainsi, lune et soleil font le pacte de s'unir pour s'incarner sur terre. Lors d'un alignement parfait du soleil et de la lune, un alignement que l'on nomme nouvelle lune, soleil et lune emmènent une quantité de leurs énergies respectives sur terre afin d'incarner un être humain. C'est alors que la terre met en place des conditions pour t'accueillir. Te voilà arrivé sur terre. Ta forme humaine impose une naissance et donc un nouveau commencement. Tu es alors à la fois un soleil, une lune et un humain. De cette union entre le soleil et la lune naît l'ego. L'humain, le nourrisson que tu es, ignore qu'il est aussi un soleil et une lune. Tu grandis sur terre et personne ne t'explique qu'au-delà de tes apparences physiques, tu es un soleil et une lune. Pour toi, le soleil et la lune sont des astres extérieurs, complètement séparés de toi-même. Tu découvres 3 positionnements. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, soit tu es indifférent. Ces positionnements dépendent de ce que tu ressens et de la manière dont tu interagis avec ce qui t'entoure. Dans le j'aime, sous le poids de l'ignorance de qui tu es, de ton environnement et de tes conditionnements, tu vas, sans forcément t'en rendre compte, conditionner l'amour. Toujours sous ce même poids, tu vas rejeter ce que tu n'aimes pas, refusant ce qui te semble différent. Et tu vas ignorer ce qui ne t'intéresse pas. Ne sachant pas que tu es à la fois une part de la lune et du soleil, tu vas renforcer ton individualité en tant qu'être humain. C'est alors que tu renforces ton ego, que tu t'enfermes dans une vision plus étriquée. Sous l'effet de tes j'aime pas et de ton indifférence, tu vas créer une météo en toi. Tes énergies solaires qui te permettent de mettre en œuvre, de créer, de te mettre en action et ainsi d'apprécier de belles journées, ainsi que tes énergies lunaires qui te permettent d'avoir des idées, de trouver des solutions, de te reposer et donc de passer de belles nuits, vont se transformer sous le poids de tes pensées. C'est alors que tu vas commencer à avoir des émotions plus lourdes, qui vont transformer ton ego en un ego souffrant. Ces émotions peuvent naître d'attitudes, des attitudes qui peuvent se faire par mimétisme des autres êtres humains, qui ignorent eux-mêmes qu'ils sont une part du soleil et de la lune, et par effet boule de neige, une émotion douloureuse entraîne une autre émotion douloureuse. Les émotions que tu vas ressentir créent ta météo intérieure. Ce que tu ignores peut-être, c'est que tu peux apprendre à maîtriser cette météo. La formation de nuages plus ou moins épais, de pluies plus ou moins diluviennes, de tempêtes plus ou moins destructrices, de tornades, d'orages, de foudres, de tombées de neige, de grêle, va dépendre de tes ressentis, de tes émotions. Plus tes ressentis, tes émotions sont douloureuses, plus ta météo intérieure va masquer ton soleil et ta lune. Dans ce contexte, tes journées vont être beaucoup moins belles et tes nuits beaucoup moins paisibles. Prenons un exemple. À force d'expériences qui t'ont fait te sentir triste,
il se peut que tu as laissé, inconsciemment, des nuages se former devant ton soleil intérieur. Si tu t'autorises à pleurer quand tu es triste, alors tu permets de transformer ton nuage en pluie, en eau. C'est ainsi que souvent, après avoir pleuré, ça va mieux. Mais bien souvent, dans notre société, par la force de l'ego, il faut se protéger des autres et ne pas montrer de signes de faiblesse. Une forte personnalité égotique refuse souvent la vulnérabilité, qui est la nature même de l'être humain. Par conséquent, lorsque tu étais enfant, des adultes t'ont probablement déjà dit « Arrête de pleurer, t'es un grand garçon ou une grande fille ». Il se peut donc qu'en grandissant, tu as appris à ne plus pleurer. Mais qui t'a appris à ne plus être triste, à ne plus ressentir d'émotions douloureuses? Si personne ne te l'a appris, ou ne t'a partagé des connaissances en lien avec ton fonctionnement, alors tu as probablement renforcé ton ego de manière à te protéger. Sauf que le mental, cette force de caractère qui permet parfois de se couper de ses émotions, n'empêche pas la formation de nuages. Et plus les nuages se forment, plus un jour ça risque de péter. La colère en est l'exemple le plus flagrant. Imagine en toi un nuage tout gris, voire même tout noir. Il est tellement épais que la moindre interaction peut le transformer en un violent orage. À ce moment, il n'y a plus de soleil visible. Ça devient une décharge électrique. Et si ton interlocuteur est dans le même état de météorologie intérieure, foulala, ça crée une atmosphère sous haute tension. Et il n'y a pas de secret. Les hautes tensions, ça peut être mortel. La crise cardiaque peut être provoquée par la colère. Un fort caractère, c'est un fort ego. C'est une météo intérieure qui peut provoquer des incendies, des déluges, des noyades, des étouffements, des enfermements. Plus l'ego est fort, et plus il est difficile d'être heureux. Être heureux devient éphémère, vu que le soleil n'est plus ressenti, vu qu'il n'est plus visible, car il est trop caché par les nuages épais et gris. La personne ayant un fort ego va chercher à se nourrir de la lumière extérieure, de la lumière des autres, ou encore des émotions en lien avec la possessivité. C'est ainsi que, pour être heureuse, des personnes ont besoin obligatoirement de la présence d'une autre personne ou encore qu'ils ont besoin de posséder quelque chose. Mais parfois, elles finissent par fatiguer les personnes qui leur apportent de la lumière. Ces dernières, par principe de résonance, s'éteignent et laissent leurs nuages s'épaissir à leur tour. C'est ainsi que la personne se lasse et va voir d'autres personnes pour se nourrir à nouveau de lumière extérieure. Il en est de même pour la possession matérielle. L'acquisition d'un objet fait plaisir à l'instant T. Mais à un moment donné, la personne aura besoin d'acquérir un autre objet pour retrouver un sentiment de joie. Car dès lors que le bonheur dépend d'un aspect extérieur à soi-même, il n'est jamais durable. Si tu ressens de la joie, sans aucune condition matérielle, sans que personne en soit la cause, l'unique cause, alors c'est les rayons de ton soleil naturel que tu ressens. Cette joie peut devenir durable, car elle est en toi, et tu peux apprendre à ne pas laisser des nuages cacher les rayons de ton soleil intérieur. Tu n'as besoin de rien, mis à part de toi-même pour être heureux. C'est en cela que le bonheur vient de l'intérieur. Connais-toi toi-même, c'est la clé. Si tu arrives à la maîtrise de toi-même, si tu arrives à faire briller ton soleil et à écouter ta lune intérieure, alors tu ressens le bien-être, l'amour de l'union de tes deux principes, et tu apprends à ne plus encourager les autres à former des nuages en eux-mêmes. Autrement dit, apprendre à maîtriser sa météo intérieure, c'est s'offrir une vie heureuse, durable, tout en offrant aux autres une occasion de briller individuellement et collectivement. Ne serait-ce pas ce que désire le soleil, la lune et la terre qui semblent chercher l'équilibre, l'union pour générer la vie? Il y a des météos qui créent la vie, et il y a des météos qui la détruisent.
Passant d'une météo à une autre, la création et la destruction peuvent s'expérimenter de manière cyclique, car tout ce qui finit par se détruire se recrée sous une autre forme. Tout peut se transformer, à l'image de la météo qui nous le révèle à chaque instant. Tu as un ego, dès lors que tu es matière, dès lors que tu es un être humain. Ton ego peut être le point d'équilibre de l'union du soleil et de la lune. Ou bien, il peut basculer et devenir un gros nuage épais à force d'ignorance, d'émotion et de peur. Tout dépend de la masse du nuage. Un nuage léger crée des changements dans le ciel sans nuire au soleil. La pluie hydrate. Il y a d'ailleurs des larmes de joie qui découlent d'émotions teintées d'amour. La météo a une multitude de facettes que l'on peut connaître par l'expérience. En toi, il y a tout ce que tu peux percevoir dans le monde extérieur. Ton ego est léger lorsqu'il est le reflet d'une météo qui permet la création, la vie. L'ego, c'est aussi des émotions. Depuis ta petite enfance, tu as créé ta personnalité via les informations dont tu disposes, via tes conditionnements, ainsi que via tes ressentis. Tes ressentis sont des émotions, et tes émotions sont des formes de ton énergie. Autrement dit, vu que ton énergie se manifeste, ou plutôt devrais-je dire, se fait entendre dans ton corps par le biais de tes émotions, dès lors que tu as un corps, tu as de l'ego. Les émotions et le corps sont liés. Il est d'ailleurs possible de situer une émotion au niveau du corps. Saurais-tu dire où tes émotions se logent dans ton corps ? Chaque être humain dispose de la liberté d'interagir avec ses émotions de la manière dont il le souhaite, que ce soit conscient ou non. Une personne qui dispose d'une intelligence émotionnelle sera en capacité de comprendre ses émotions, et donc de transformer une émotion douloureuse en une émotion neutre ou une émotion plus lumineuse. C'est en quelque sorte une capacité à ressentir et à comprendre les énergies subtiles. Mais cette capacité n'est pas un don. Comme toutes les autres capacités, elle peut s'apprendre. Les personnes ayant développé cette capacité peuvent ne pas disposer d'un ego trop fort, car elles vont mettre des pensées ou des actions en œuvre qui leur permettent de changer en elles-mêmes ce qui les fait souffrir. Elles sont donc, en règle générale, ouvertes au changement, à la remise en question et à l'adaptation. Mais comme dans tout apprentissage, il y a des connaissances à affiner. Et qui peut dire où prend fin la connaissance ? Il y a des émotions plus faciles à ressentir que d'autres. Une personne peut donc avoir une intelligence émotionnelle, mais ne pas avoir conscience de certaines émotions, notamment par manque de connaissance, de sagesse. C'est pourquoi mieux vaut éviter de mettre les individus dans des cases et continuer à développer sans cesse ses capacités et ses connaissances. Une personne qui ne parvient pas ou ne s'autorise pas à ressentir ou à comprendre ses émotions va chercher à s'en couper pour ne pas en souffrir. C'est alors que bien souvent, cette personne va mettre inconsciemment ou consciemment en place des mécanismes pour se protéger de ses émotions. On parle parfois de masque. La personne peut alors endosser une personnalité qui n'est pas le reflet de ce qu'elle est réellement. Dans ce contexte, l'ego va se renforcer, notamment par le mental et donc les pensées. Il existe une multitude d'émotions différentes, et donc une multitude de formes de notre énergie. On peut vivre à plusieurs une même situation sans ressentir intérieurement les mêmes émotions. Au final, la vie a le goût de nos émotions, de nos ressentis, de notre état d'énergie et donc de notre état d'esprit. Nous appelons la vie ce que nous ressentons et percevons de notre existence. Ainsi, chacun a sa vision de la vie. La définition se généralise lorsque par différents modes de communication, nous nous disons d'accord
et que par des mots nous partageons une même vulgarisation de la vie. Les émotions peuvent procurer une sensation de bien-être, de joie, de paix, d'amour, d'excitation en lien avec la nouveauté par exemple, et j'en passe. Mais les émotions peuvent aussi procurer une sensation de mal-être. L'ego léger est représenté par les émotions qui nous permettent de ressentir le bien-être. En revanche, lorsque les émotions deviennent source de mal-être, c'est que l'ego est fort, lourd, massif. Pour ne plus supporter le poids de cet ego souffrant, il faut transformer ses émotions. Et la Terre est une grande école qui permet d'apprendre à ressentir ses émotions, ses énergies matérialisées et à les transformer. Transformer son ego souffrant revient à transformer ses peurs en amour. Car vois-tu, les peurs et l'ignorance de soi mènent ton énergie et donc tes émotions à se compresser encore et encore, et à devenir de plus en plus lourdes, jusqu'à ce que ton énergie ne protège plus ton corps et que tu finisses par tomber malade. Prenons encore une fois l'exemple de la crise cardiaque déclenchée par des excès de colère. Les peurs sont tes émotions et donc ton énergie dans les plus basses fréquences. Peur et ignorance vont de pair. C'est l'ignorance qui mène à avoir peur, car dans le flou, dans un environnement inconnu, on se méfie parfois sans discernement et on cherche à se protéger alors même qu'il n'y a parfois aucun danger. Le contraire des peurs, c'est l'amour. L'amour inconditionnel et la sagesse vont de pair. C'est que tes peurs, associées à une multitude d'émotions, influencent tes pensées. Si tu libères tes pensées de la peur, petit à petit, ce que tu ne voyais pas va devenir visible. C'est ainsi que l'ignorance laisse place à la sagesse et que les peurs laissent place à l'amour inconditionnel. Tout est lié, absolument tout. Tes pensées influencent ton énergie. Tes pensées sont une forme de ton énergie. Tes émotions sont des aspects de ton énergie. Tout est énergie. Quand tu transformes tes peurs en confiance, en amour, en compassion, en joie, alors ton ego se transforme. Transformer ses peurs n'empêche en rien d'être prudent. Peur et prudence sont souvent confondues. Quand on ressent une émotion de peur, on peut rapidement discerner si cette émotion appelle à la prudence car il y a un réel danger, ou bien si cette émotion de peur est une interprétation de notre esprit liée à un manque de connaissance de soi-même et du monde. En cela, il faut apprendre à écouter ses émotions, à écouter son corps. Notre propre énergie, nos émotions, notre corps ont des messages à nous transmettre. À nous d'apprendre à les entendre et à les interpréter avec discernement et sagesse. Transformer son ego n'est pas chose aisée, mais rien n'est impossible. Un être humain qui transforme son ego, danse en ego léger, passe de l'inconscient à plus de conscience. Il existe différents niveaux de conscience. Du fait qu'il existe une infinité de fréquences, de nuances lumineuses, de formes variées de notre énergie, de notions de temps, d'espace, eh bien notre niveau de conscience va dépendre de là où oscille notre énergie. Notre fréquence énergétique est liée à notre niveau de conscience, et vice-versa. Ce qui fonctionne dans un sens fonctionne dans l'autre sens. Tout est lié et tout fonctionne avec la même logique. En conscience, quel que soit le niveau, on devient conscient de son énergie, de sa luminosité, de ses qualités d'esprit, de sa plus grande nature, de son aspect éternel, et donc de ses émotions. Dans l'inconscient, notre énergie est souvent ignorée, ou bien définie par des connaissances égotiques, c'est-à-dire des connaissances de l'inconscient. Être inconscient, ce n'est pas être stupide. Être inconscient, c'est ignorer sa plus grande nature, la nature qui dépasse le corps, le physique, le matériel. Un être conscient ne cherche pas à imposer sa vérité aux autres. Il peut, s'il le souhaite, la partager. Il respecte ton choix d'entendre sa vérité ou non, car un être conscient est avant tout un être libre, ayant le vécu de la liberté à un sens plus élevé
Il respecte inconditionnellement la liberté de tous les autres êtres. Si tu veux transformer ton énergie pesante en une énergie plus légère, plus lumineuse, n'oublie pas que celui ou celle qui peut t'enseigner comment faire n'a rien à t'imposer. Plus tu fais connaissance avec toi-même, avec ton énergie, tes émotions, ton ego, tes qualités d'esprit, ta conscience, plus tu pourras ressentir l'ego des êtres qui t'entourent. Dans ce contexte, tu choisis en conscience tes influences et donc les liens que tu veux entretenir avec les autres personnes. Ainsi, te connaître toi-même, t'autoriser à ressentir tes émotions et à les transformer, va à terme te permettre de mieux choisir les liens que tu veux entretenir avec les autres. Tu pourras te rendre compte que plus l'ego est fort, plus il est destructeur et tire vers le bas. Et qu'à l'inverse, plus l'ego est léger, plus il est créateur et tire vers le haut. Te connaître à travers tes émotions et apprendre à maîtriser ton énergie peut changer ta vie. En changeant, tu peux montrer un exemple aux autres et ainsi encourager plus globalement le monde à changer. Transformer son ego demande du courage, et ton courage peut devenir des encouragements pour les autres. Mais chacun reste libre de changer ou non. Souvent, les personnes au fort ego n'aiment pas le changement, surtout chez leurs amis. C'est alors que les jugements, les reproches, les tentatives de discrédit et j'en passe peuvent émerger. Inutile de leur en vouloir, ils ne sont tout simplement pas conscients. Cette phase peut être un sacré défi. Car oui, transformer son ego dans un environnement teinté de fort ego n'est pas facile. Cela peut prendre du temps et demande beaucoup de courage. Il faut également accepter sa vulnérabilité. Notre énergie étant en perpétuel mouvement, nous ne sommes pas infaillibles et nous pouvons, dans un instant d'égarement, d'inconscience, nous laisser emporter par une émotion. En conscience, il suffit de retrouver son équilibre. Nos émotions, il faut les expérimenter. Il faut les aimer inconditionnellement, comme nous-mêmes, car ils sont une part de nous-mêmes. Vis, ressens tes émotions et aime, car l'amour reste la plus lumineuse des émotions. L'amour génère des émotions qui valent le coup d'être vécues. Plus tes peurs se transforment, plus l'amour en toi est grand. Plus il y a d'amour, plus ton ego est léger. Plus il y a de peur, plus ton ego est lourd. Que tu sois une femme ou un homme, tu disposes de l'énergie féminine et masculine. Globalement, l'énergie féminine est le reflet de ta conscience, de ton esprit, de l'immatériel, de l'inaction. Et l'énergie masculine est le reflet de l'inconscience, de ton corps, du matériel, de l'action. Tu oscilles sur des fréquences différentes. Visualise le chiffre 8. Chaque boucle correspond à une polarité. L'une est comme l'antimatière, l'antigravitation, l'information, c'est l'énergie féminine. L'autre est comme la matière, la gravitation, l'expérience, c'est l'énergie masculine. Si on approche les deux boucles et qu'elles se chevauchent à parts égales, cela crée un point d'équilibre. Pensée et action se mêlent. Dans l'équilibre, les pensées et les actions sont en cohérence, elles sont alignées. En tant qu'être humain, à notre époque, nous nous situons dans la boucle de la matière et donc dans la boucle à dominance d'énergie masculine. À l'image de l'univers, notre conscience semble être en perpétuelle expansion et en mouvement. Pour grandir, notre conscience apprend. Si notre conscience, notre être est lumière, c'est qu'il est information. Plus nous disposons d'informations, plus nous grandissons. Et pour acquérir plus d'informations, pour grandir, il faut apprendre, et plus particulièrement expérimenter. Comment savoir ce qu'est une peur sans jamais avoir eu peur ? C'est alors qu'en tant que conscience, nous décidons de vivre des expériences dans la matière.
Des expériences éphémères, puisqu'en conscience, nous avons conscience que notre énergie circule et se transforme sans cesse, et que la vie est faite de plusieurs vies. De la lumière invisible à l'œil humain, de l'information, de l'énergie féminine, naît alors une volonté, une pensée, un souhait, un vœu. L'énergie féminine, de charge négative, entre en contact avec l'énergie masculine, de charge positive. Un point d'équilibre va être trouvé pour aligner pensée et action. C'est alors que l'on parle d'équilibre, d'alignement. Notre conscience, placée dans une boucle intemporelle, va alors prendre forme dans un corps, dans une boucle temporelle, pour faire des expériences et se nourrir d'informations. C'est ainsi qu'une part de nous, via l'énergie masculine, va se matérialiser. Cette matérialisation, cette incarnation, crée une nouvelle vie, un nouveau cycle, un nouveau départ, mais aussi une séparation illusoire avec ce que l'on pourrait appeler notre conscience supérieure. C'est probablement la notion d'espace, de temps, de naissance et de mort qui génère l'illusion d'une séparation entre l'immatériel et le matériel. Tout cela pour dire que l'énergie masculine est nécessaire à la vie humaine, à la matière. Mais l'énergie masculine, de charge positive, n'a pas les attributs de l'énergie féminine de charge négative. Contrairement à l'énergie féminine, qui permet la maîtrise de ses interactions, l'énergie masculine ne maîtrise pas ses influences. Ainsi, plus l'énergie masculine domine grandement, plus l'être humain devient inconscient. Car par ignorance, par manque d'information, par manque de savoir-vivre dans le temps présent, l'être dont l'énergie masculine est dominante en forte quantité va expérimenter les peurs. Des peurs de toutes sortes. C'est ainsi qu'il va mettre en route des actions, des pensées, des formes d'intelligence pour se protéger, pour contrôler sa vie et ou celle des autres. C'est un mécanisme de défense pour pallier à un manque de connaissances. L'humanité, de génération en génération, a renforcé la présence de l'énergie masculine. L'équilibre des polarités a, pour une grande partie des humains, hommes ou femmes, été perdu. Mais rien n'est véritablement perdu à jamais, et tout peut se retrouver. Il faut avoir conscience que tout est expérience. Et dans les temps de révélation, d'apocalypse, il est question de retrouver l'équilibre entre nos forces féminines et masculines. Alors l'ego dans tout cela, où se situe-t-il ? L'ego souffrant est le déséquilibre entre l'énergie féminine et masculine. L'ego non souffrant, c'est l'union des deux principes énergétiques. Et c'est nécessaire à la vie humaine. Il nous permet d'avoir un corps et d'incarner une personne. Néanmoins, l'ego peut osciller sur différentes fréquences et ainsi être plus ou moins lourd. L'ego est lourd lorsqu'il y a un déséquilibre. Faire la peau à l'ego revient à faire la peau à notre énergie, très souvent sous sa forme masculine. Et plus l'énergie masculine se comprime, plus elle connaît le goût du stress, des angoisses, de la colère, et plus elle génère de la souffrance jusqu'à atteindre, s'il n'y a pas de changement, le moment de la libération, c'est-à-dire de la mort. Une personne au lourd ego, dans le cas d'un déséquilibre qui mène l'énergie masculine à être très dominante, ne dispose pas des informations portées par l'énergie féminine, par la lumière, et donc la connaissance de soi. L'énergie masculine est comme l'obscurité. Sans l'énergie féminine, l'énergie masculine avance dans le noir. Donc plus l'énergie masculine est imposante par rapport à l'énergie féminine, plus elle génère des pensées et actions teintées d'ignorance et de peur. Il est aussi possible que les deux principes énergétiques se dissocient. Dans ce cas, cela crée une dissociation, un trouble de l'identité. Cette dissociation conduit aussi à des formes de souffrance, de rejet. La dissociation est le reflet des formes de psychose, de démence. C'est comme être dans l'ignorance de soi et être humain sans avoir les pieds sur terre. La dissociation peut subvenir à la suite d'un traumatisme, d'une souffrance intensément ressentie. Pour ne pas souffrir, il convient de trouver un équilibre entre ces deux principes énergétiques. Cet équilibre crée un espace de neutralité qui favorise le bien-être, le bonheur, la connaissance de soi et du monde, la création.
Si tu souhaites avancer et faire des expériences en conscience, si tu souhaites transformer toutes tes formes de mal-être en bien-être et que tu ne souffres pas de dissociation, alors il te faut te libérer des ignorances et des peurs. Et pour cela, il faut redonner de la place en toi à l'énergie féminine. Redonner de la place à l'énergie féminine, c'est faire le choix d'arrêter de compresser l'énergie masculine pour ensuite permettre d'alléger ce qui a été alourdi. C'est arrêter de s'enfermer et créer en soi plus d'ouverture. Dans l'ouverture, les énergies circulent mieux et les ressources solutionnantes se présentent plus facilement. Sans ton ego, sans ton énergie masculine, tu ne serais pas un être humain. Et sans ton énergie féminine, non plus. Ce qui crée le basculement vers un ego qui génère de la souffrance, c'est la perte d'équilibre entre la conscience et l'inconscience, entre l'énergie féminine et masculine, entre l'immatériel et le matériel, entre l'inaction et l'action. Visualise à nouveau le 8. Avoir une vie humaine qui rime avec bien-être, c'est se trouver dans la zone d'équilibre des deux boucles du 8. À toi de voir où tu te situes sur ce 8. À toi de voir où tu veux placer tes pensées. Des pensées qui te tirent vers le haut, vers le bas ou vers le point d'équilibre, le point de création et de bien-être. C'est le poids que pèsent tes pensées sur tes épaules qui peut t'indiquer si la dominance est féminine ou masculine, ou encore si elle est équilibrée. Il est possible de passer d'un état de conscience à un état d'inconscience, d'un état d'énergie à un autre en une pensée. Nous expérimentons tout et son contraire en pensant que tout est séparé. Mais la séparation, c'est nous qui la créons par nos pensées, par notre état d'esprit. En changeant de pensée, la séparation peut se transformer en union. C'est d'ailleurs un principe de Trinité. 1 plus 1 égale 3. Un aspect de l'énergie plus un autre aspect de l'énergie égale un troisième aspect de l'énergie. C'est la neutralité. L'énergie féminine et l'énergie masculine sont liées par la conscience, la lumière, l'information. La Trinité, c'est le socle de la création. La Trinité, c'est l'énergie neutre, l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est autrement dit, à l'échelle humaine, l'esprit, l'énergie et le corps. La Trinité, c'est l'équilibre, c'est un ego qui ne crée pas de mal-être. À l'image de la Terre, pour générer la création, la vie, il te faut le soleil et la lune. Si la Terre se bloque, si elle se met à rejeter la lune, à diviser ses environnements, ses aspects, crois-tu que la Terre sera toujours aussi accueillante pour la vie ? Tu es un univers à toi seul. Un univers qui interagit avec d'autres univers, consciemment ou inconsciemment. Tout est lié. Tu es énergie. En conscience, via toutes tes facettes, tu crées. En inconscience, sans maîtrise et connaissance de tes énergies, tu détruis. Abordons une approche en lien avec les énergies christiques. Chaque être humain peut avoir des pensées, des intentions bienveillantes, ainsi que des pensées, des intentions malveillantes. La malveillance est la traduction de l'ignorance et des peurs. Les méchants deviennent moins méchants quand on a conscience qu'ils sont leurs premières victimes. Avant de faire du mal aux autres, ils se font du mal à eux-mêmes. Les enseignements christiques évoquent les anges et les démons, ou encore l'homme et la bête. Les anges peuvent être comparés à un ego sain. Par leur représentation, les anges sont matérialisés. Une personne peut être un ange sur terre dès lors qu'elle dispose d'un ego sain, léger, un ego qui n'a pas cédé aux peurs et demeure dans des énergies d'amour. En revanche, lorsqu'une personne cède aux peurs, par ignorance de son aspect divin, elle peut se transformer en diable. Le diable est un être apeuré et inconscient qui masque ses peurs par son attitude. Le diable dispose d'un fort ego, d'énergies lourdes qui peuvent créer des incendies en lui et autour de lui. L'homme pourrait, au même titre que les anges,
symboliser l'ego saint, et la bête, au même titre que le diable, pourrait représenter l'ego souffrant. Autrement dit, tant que l'homme ne s'allège pas de son ego et qu'il continue d'ignorer ses aspects divins, ses qualités d'esprit, l'amour inconditionnel, il demeure une bête dans un corps d'homme. La bête, par la force de son ego, se croit homme. Il lui faut sortir de ses croyances et s'ouvrir à l'amour inconditionnel pour faire l'expérience de l'homme qu'il est véritablement. Les enseignements christiques révèlent bien souvent des attitudes à adopter pour s'alléger du poids de l'ego et demeurer dans un ego qui place l'être humain dans un état de plénitude. Au fil du temps, à différentes époques, dans de multiples lieux et ethnies, de nombreuses personnes éveillées à leur véritable nature, à l'amour inconditionnel, ont notamment partagé des informations pour encourager les autres à s'éveiller. Reste que chaque phrase, chaque mot fait l'objet d'interprétations de la part de celui qui les entend, les perçoit. Ainsi, une personne à l'ego fort prononcé fera une interprétation égotique, ressemblant à son état énergétique. En revanche, une personne plus consciente de qui elle est fera une interprétation consciente, ressemblant à son état énergétique. Les interprétations dépendent des niveaux de conscience. Les énergies christiques encouragent à élever ces niveaux de conscience, passant d'un ego lourd à un ego plus léger, du diable à l'ange, de la bête à l'homme ou à la femme. L'Égypte antique, tout comme bien d'autres civilisations, fait également état de l'ego, notamment via la pesée du cœur des défunts par Anubis. Si le cœur du défunt pèse autant que la plume de Mat, la déesse de la vérité et de la justice divine, le défunt peut accéder à la vie éternelle. Ange ou démon, bête ou humain, cœur léger ou cœur lourd, à toi de choisir ce que tu veux être. Qui n'a pas, au plus profond de lui, au fond de son cœur, l'envie d'être heureux, de ressentir l'amour, cette chose que l'on ne sait pas toujours définir. Pour grandir, pour apprendre encore et encore, pour être plus lumineuse, notre conscience peut choisir de vivre des expériences dans la matière, et donc sur Terre. Cela impose à notre conscience de placer une partie de son énergie dans un espace-temps, dans de basses fréquences. Ce qui, de fait, impose la formation de l'ego. Dans ce contexte, apprendre, c'est être courageux et prendre le risque de renforcer son ego au point de s'enfermer dans un schéma de pensée qui emprisonne l'esprit. Expérimenter les peurs les plus extrêmes, les croyances, les pensées limitantes et destructrices, les souffrances, peut être une volonté de la conscience. Néanmoins, la conscience, étroitement liée à notre cœur, peut vouloir s'offrir l'opportunité d'apprendre à transformer les peurs, à acquérir de nouvelles connaissances sur soi, à développer davantage ses compétences créatives, et j'en passe. L'ego trop prononcé empêche de saisir les messages de sa conscience, et donc empêche de connaître le sens de sa vie. Sans sens, sans avoir conscience de qui l'on est, on peut s'égarer. Transformer son ego lourd en ego léger, c'est s'offrir l'opportunité de percevoir, de ressentir les messages de sa conscience supérieure et ainsi de donner du sens à sa vie. Il ne s'agit pas de me croire. Toute vérité s'expérimente. Quiconque allège son ego peut faire l'expérience de sa vie en conscience. Que risque-t-on si l'ego ne cesse de se renforcer? Au moment de la mort, de la transformation de nos énergies, il se peut que nos pensées rejettent l'idée même de la transformation de la mort. Si, malgré la lumière apparente, l'esprit refuse ce changement, il devient possible d'expliquer de manière rationnelle l'existence des fantômes. La fermeture d'esprit emprisonne jusqu'à ce qu'une occasion de libération se présente. Par ailleurs, l'ego est notre karma. Le karma est l'état de notre énergie. Cet état est alors une cause qui a des conséquences. Souvent, le karma fait référence au passé, et bon nombre de personnes pensent que le mal fait à une époque revient à celui qui l'a fait. Mais le karma est l'état de l'énergie à l'instant présent. Si toute cause a son effet, il faut prendre aussi en considération notre espace-temps. L'énergie peut se transformer,
attirer à elle d'autres énergies. Mais au vu de l'espace-temps, la matérialisation peut prendre du temps. Néanmoins, le passé n'est pas une condamnation pour celui ou celle qui a le courage de transformer son karma, et donc son ego, en passant des peurs à l'amour. C'est apprendre à lâcher prise avec son passé, à accepter ce qui a eu lieu. Mais c'est aussi apprendre à lâcher prise avec le futur, à accepter de ne pas tout contrôler, à ne pas avoir peur de demain. Par cette logique, il est possible de sortir de ce qui est appelé la roue du karma, en osant changer, en osant s'ouvrir à l'amour inconditionnel. La notion de karma rappelle que les liens karmiques sont des liens teintés de fort ego. En sortant de l'ego souffrant, il est possible de sortir des relations qui engendrent de lourdes émotions, de la peur, des conflits et j'en passe. À ce moment, en sortant de l'ego souffrant, du karma, des relations karmiques, il devient possible d'entrer en relation avec des personnes qui encouragent la création, l'amour, la joie, la paix, la plénitude. On pourrait dire que les relations karmiques laissent place aux relations sacrées, divines. Qu'importe le nom, il s'agit juste de vulgariser des interactions d'énergie et d'information, des interactions entre consciences. Les relations karmiques sont comme des relations inconscientes, et les relations sacrées ou divines sont comme des relations conscientes. Reste que les personnes plus ou moins inconscientes et que les personnes plus ou moins conscientes cohabitent sur la Terre. La Terre, qui semble elle-même transformer ses énergies, semble imposer à l'humanité d'effectuer des changements. Tout est lié, et tout fonctionne avec la même logique. Tes énergies s'alignent à tes pensées. Change tes pensées pour transformer ton ego. Tu es maître de ta vie.